Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On arrive en plein euro. On est désolé pour l'absence. On va tout faire pour rattraper ce retard. Prono des quarts de finale. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Et là, le premier but de Ribéry. Bon, il n'y a pas de sommaire. On va commencer dans l'ordre chronologique des matchs. Malik, tu veux commencer sur Espagne-Allemagne ou j'y vais? Quand tu veux. J'y vais. J'y vais. Bon, il va pas la chercher. Bon, on va commencer moi, par le match qui me hype le plus, Espagne-Allemagne, qui va être tonitruant, honnêtement. C'est le premier match, c'est vendredi 18h, heure française et belge. Honnêtement, moi, sur ce match, je suis très partagé, parce qu'on a deux favoris de la compétition. On a deux équipes qui ont fait plus ou moins de belles choses. Moi, j'étais très convaincu par ce qu'a fait l'Espagne depuis ce début de compétition. Je vois une vraie cohérence de match en match. J'ai un peu plus de doutes sur l'Allemagne. C'est pour ça que je vais directement cramer mon prono, mais pour moi c'est l'Espagne qui va l'emporter parce que je vois une équipe là-dedans avec beaucoup plus de certitude que l'Allemagne. Je vois une équipe qui monte en puissance, que ce soit dans l'attitude, que ce soit techniquement, que ce soit tactiquement. Je vois une équipe qui est en guerre juste sur le match contre la Géorgie. Je le trouve très symbolique. Le fait d'encaisser un but si rapide en transition, en plus avec un contre son camp. Tu voyais dans l'attitude qu'ils savaient qu'ils allaient revenir. Et en plus, c'est une équipe, au-delà d'être assez forte mentalement pour revenir d'un score, elle a envie d'être un véritable rouleau compresseur et t'écraser. Et je pense qu'à la grande surprise, elle fera beaucoup de mal à cette équipe d'Allemagne. Parce que il y a des points... Surprise? Pourquoi surprise? Parce que je pense pas qu'elle va gagner simplement. Moi, je vois... Ah, tu penses que ce sera une Ouais, fessée, quoi. ouais. Ok. Un 3-0 me choquerait pas. Un 4-1 me Ok. choquerait pas. Vraiment. Ok. Je suis peut-être... 7-1 comme le Brésil 2014. J'irai pas jusque-là, Mais parlons. mais ça me choquerait pas de voir un non-match de l'Allemagne. J'ai envie de terminer sur l'Espagne pour après plus m'exprimer sur l'Allemagne, mais je vois une Espagne vraiment rouleau compresseur qui a faim, qui a aussi des fois t'as l'impression qu'elle a un petit côté insouciante, où elle se rend même pas compte que t'as l'impression que juste qu'elle joue au foot. Alors peut-être que je dis ça parce qu'il y a un gros côté subjectif, puisque je suis amoureux de cette équipe de football et de ce qu'elle produit depuis le début de la compétition, mais je pense vraiment qu'elle peut faire très très mal. Elle a gagné 4-1 face à la Géorgie en ratant pas mal d'occasions. Le 1-0 face à l'Italie est un score qui n'est pas du tout représentatif du match qu'ils ont fait. Ils ont battu la Croatie 3-0, mais en marchant sur le terrain, en faisant le moins d'efforts possible. Ils sont venus, ils ont fait leur travail, ils ont badgé à 8h, ils sont partis à 17h. Et ils ont gagné 3-0 face à la Croatie, même qui n'a pas fait une très grande compétition. Donc honnêtement, là je parle de manière logique et raisonnée, mais on n'est pas à l'abri que l'Allemagne gagne. Ils ont la compétition à la maison, donc il y a ce facteur motivation en plus. Mais l'Allemagne, je suis désolé, malgré toute leur qualité, malgré des joueurs qu'on aime énormément, malgré la densité au milieu de terrain, je pense que c'est une équipe qui a encore beaucoup trop d'incertitudes. J'ai l'impression que c'est du football de club, c'est une équipe qui peut sauter. J'ai l'impression que c'était le Manchester City il y a quelques années qui avait des joueurs incroyables, mais il y avait toujours un truc qui manquait dans le match où ils allaient pas être présents. Et j'ai l'impression que l'Allemagne peut faire un non-match total, même ils ont fait un beau match face à... C'était qui leur dernier match? J'ai oublié. Danemark. Face au Danemark, ils ont fait un très bon match, notamment à Vert, mais je pense qu'ils peuvent manquer cette rencontre, et défensivement, surtout sur les latéraux, David Raum, qui fait une bonne compétition, mais est-ce que ça va suffire face à Lamine Yamal? J'ai peur que Nagelsmann chipote trop, un Kimmich qui va être trop haut au milieu de terrain, va laisser des boulevards pour Nico Williams, un Rudiger, je le trouve pas assez assisté dans cette défense, donc je pense que l'Espagne l'emportera un petit 3-1, 4-1. Ok. Je me disais que tu allais peut-être voir l'Espagne gagner, mais je savais pas. À ce point, d'ailleurs, je crois que c'est les favoris, l'Espagne, dans les analyses des pros. Bref, vous avez compris. Mais en tout cas, je comprends un peu Ayoub dit, parce que clairement, on a affaire aux deux meilleures équipes de la compétition, enfin les deux équipes qui ont le mieux joué sur cette compétition, qui ont été les plus dominantes
par moment, sachant que l'Espagne, c'est quasiment un sans-faute. C'est qu'un but encaissé face à la Géorgie, du coup, et c'est un but contre son camp. Du coup, c'est même pas un but de l'équipe adverse directement. Et comme tu le dis, un match contre l'Italie, par exemple, ça avait été très représentateur dans le sens où c'est que 1-0, mais c'était tellement un match qui pouvait finir 5-0. Mais moi, je pense que ce sera un match très disputé, Ayoub. Très disputé dans le sens où ça peut me rappeler je sais pas si tu te rappelles l'Euro 2021, enfin bien sûr que tu te rappelles, mais l'Euro 2021, la demi-finale Italie-Espagne, je pense que ça peut finir un match comme ça, un match c'est 1-1, c'est un match incroyable, ça va dans les deux sens, les deux équipes ont leur temps fort, etc. Mais au final, ça finit en 1-1 et ça se décide au pénalty, tellement moi je pense pas que l'Espagne a ce gap à ce point face à l'Allemagne, parce que je sais pas si l'Espagne osera prendre autant de risques et autant s'exposer face à une équipe d'Allemagne, surtout qu'on a une équipe d'Espagne qui, ce que j'aime avec ce que l'équipe d'Espagne c'est sur cette compétition et même sur les dernières années, du coup, avec Luis Fuente, c'est qu'ils essaient clairement et pas qu'ils essaient, qu'ils sortent du cliché, la passe à 10, le démarquage à l'entraînement. C'est bien plus que ça. Ils osent être plus directs. C'est le football moderne. Faut être direct. Passer juste comme ça, on n'est plus en 2008, 2012. Ils ont compris qu'il fallait passer à autre chose et ils ont fait les ajustements. Ils savent être une équipe qui laisse avoir le ballon à les autres équipes, même contre la Croatie. Des moments, ils laissaient la balle à la Croatie, même si, ok, c'était 3-0, mais je veux dire que cette équipe d'Espagne n'a pas peur de jouer plus directement. Et c'est beaucoup dû au fait que maintenant, ils ont des ailiers plus du type de Pedro ou on va dire un David Silva, mais c'est pas un ailier, mais un David Silva qui avait joué à l'aile droite à l'Euro 2012, un Iniesta qui joue à l'aile gauche, où c'est plus des ailiers de possession qui contrôlent le ballon, justement, ça aide au contrôle du jeu, du ballon, etc. Là, on a affaire à des ailiers comme Nico Williams et Lamine Yamal qui veut juste mettre le feu dans les défenses. Et c'est pour ça que d'un côté, je reproche à Tedesco de ne pas avoir pu essayer un Bakayoko, même s'il était rentré, dans le sens où c'est des ailiers dans des situations de 1 contre 1, peu importe les défenseurs, ils vont apporter du danger. On sait que dans le foot, quand un joueur est difficile et n'est pas arrêtable en contre 1, bah, ça crée d'office un déséquilibre parce que la défense essaie de faire en sorte d'aider ce joueur. Donc je pense que c'est ça la grosse différence de cette équipe d'Espagne par rapport à avant et au fait qu'ils osent être plus directs. Quand je vois le 3e but de l'Espagne, justement le but de Nico Williams, où à lui tout seul il élimine le défenseur et il allume le plafond, c'est un but qu'on n'aurait pas vu de la sélection espagnole avant. Je pense que la Coupe du Monde 2022, la défaite contre votre sélection, Ayoub, a été très marquant pour l'Espagne. Ils ont fait les ajustements, il faut les applaudir pour cela. Et moi je pense que malgré tout, on aura affaire à une équipe d'Allemagne qui eux aussi prendront des risques. Eux aussi, quand l'Espagne sera dans des temps faibles, pourront faire mal parce que ça reste l'équipe d'Allemagne. Ils ont un Jamal Moussala, ils ont des individualités, comme tu le dis, qui sur la compétition ont été très bons, qui fait que je vois un match serré qui finit limite en 1-1 et ça va en prolongation ou un 1-0 de l'Allemagne assez sobre, mais un match très très excitant à voir dans le sens où les deux équipes auront leur temps fort. Mais je vois l'Allemagne l'emporter. Ils sont chez eux, ils vont se donner encore plus, seront encore plus fins, je pense. Et je crois qu'ils vont le faire. Ok, bah ça va être intéressant en tout cas de suivre ce quart de finale déjà, parce que c'est un match incroyable. Et en plus, parce qu'on n'est pas d'accord, Malik reste là. On va enchaîner tout de suite avec le quart de finale qui joue le même jour à 21h. Le remake de la finale 2016 France-Portugal. Du coup, France-Portugal, moi, on va me dire, je suis peut-être un peu subjectif, c'est vrai, mais moi, depuis le début de la compétition, je dis que mon favori, c'est la France. Je pense que la France va l'emporter parce que c'est peut-être pas la meilleure équipe que ce qui a montré depuis le début de la compétition et même avant d'aborder la compétition et même en termes d'effectifs, je pense plus que la France ait à ce point un effectif au-dessus des autres comme il est des fois présenté dans le monde du football. Je trouve que des fois, justement, on surestime un peu trop l'effectif de l'équipe de France. Mais voilà, je trouve qu'avec l'expérience qu'ils ont dans cette équipe, d'avoir connu justement ces grands matchs en sélection, etc. Tu as parlé de la finale de 2016, mais voilà, depuis limite 2016, la France, c'est quasi des finales, à part bien sûr le raté au dernier Euro.
Et donc, je pense vraiment que la France va l'emporter face à cette équipe du Portugal qui, moi, ne pas énormément convaincu, Ayoub. Je l'ai dit dans un réel que je voyais le Portugal flop et on n'était pas loin du flop si Sisco met son occasion. On a un Ronaldo qui rate une occasion et moi, ça m'énerve quand j'entends beaucoup de fans portugais, même les fans du foot s'attaquer à Ronaldo en disant que voilà, le Portugal devrait jouer sans Ronaldo, il serait mieux, etc. Pour mettre qui, les gars? Pour mettre qui? Gonzalo Ramos? Gonzalo Ramos, c'est meilleur que Cristiano Ronaldo en 2024. On est sûr de ça. Même s'il a 38 ans, tout ce que vous voulez. C'est meilleur? Vous êtes sûr? Parce que quand on parle comme ça, c'est qu'il y a meilleur à côté. Il y a meilleur pour le remplacer. Et si on veut sortir du sentimental, c'est Ronaldo, c'est la légende, etc. Faut le mettre sur le banc. T'as dit quoi? Un Diogo Jota, c'est pas au-dessus? Mais Diogo Jota est bon, mais est-ce qu'on l'a vu réellement performer en sélection, en neuf avec l'équipe du Portugal? Est-ce qu'on est Non, sûr mais qu'il va moi, le je pose faire? moi, je pose juste la question. Parce que Ah, moi, je mets non, Ronaldo juste- titulaire. Mais non, en 2022, on avait mis un Gonzalo Ramos qui est pas aussi fort qu'aujourd'hui. Et ça avait très bien marché. il a mis un triplé. Après le match contre le Maroc, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Oui, mais parce que c'était le Rien du Maroc. tout. Parce que c'était le justement, Maroc. Parce que les c'était le gens. Maroc. Parce que c'était le Maroc. Non, c'est pas que c'était le Maroc. C'est que justement, on a cette vision du triplé et on croit que c'est la vérité. Le Portugal, le fait d'avoir perdu face au Maroc après 90 minutes de jeu, c'était une catastrophe. Pas seulement parce qu'ils ont perdu contre le Maroc, une équipe qui avait un moins bon effectif que, entre guillemets, etc. C'est que le Portugal, ce match-là, n'arrivait clairement pas à se créer des occasions, à être dangereux. Et j'ai l'impression, pas de revoir la même chose, parce que je pense que le Portugal est beaucoup plus dangereux sur cette compétition, mais je trouve cette équipe du Portugal assez, entre guillemets, facile à défendre pour certaines équipes, dans le sens où on les laisse faire des centres. On les laisse faire des centres, on se les laisse faire des centres, et au final, ça apporte rien du tout. Ça apporte rien du tout. Moi, cette équipe du Portugal, je trouve pas qu'ils ont ce truc où, comme l'Espagne, ils ont essayé de faire les ajustements pour être plus dangereux, pour être moins dans la passe à 10, etc. Même si le Portugal n'est pas dans ce cliché de la passe à 10. Mais moi, justement, moi, je trouve qu'il y a une crise, pas une crise, mais il y a un manque d'identité dans cette équipe portugaise. Parce que, voilà, t'as un Roberto Martinez qui, en début de compétition, avait essayé de faire jouer Dalot en troisième défenseur pour que Cancelo puisse jouer dans le milieu, etc., pour amener le surnombre dans le milieu. Au final, ça n'avait rien apporté du tout face à la République tchèque, qui fait que contre cette équipe de France, qui a eu, même si on peut la critiquer, on trouve qu'elle est mauvaise, surtout offensivement, etc. L'un des points positifs de cette équipe de France sur cet Euro, c'est que défensivement, c'est très solide. Donc je vois même pas comment le Portugal va marquer contre la France. Et si le Portugal ne marque pas contre la France, comme contre la Belgique, je pense qu'ils trouveront une solution de marquer dans cet Euro, même si c'est que des contre son camp, même si c'est que des pénaltys. Je ne vois pas en fait le Portugal pouvoir remporter ce match, parce que même défensivement, le Portugal, je trouve que on compte encore trop sur un PP pour les porter. T'as vu combien de retours PP a dû faire pour sauver le Portugal, même si on va me dire oui, son erreur, ça allait coûter le match, etc. Mais sur le match complet, sur les 120, parce qu'il est sorti à la 110e ou 115 minutes, je crois, j'ai plus vu Pepe faire des actions importantes, etc., que Ruben Diaz, l'un des meilleurs défenseurs au monde, à ce qui paraît. J'ai plus l'impression qu'on met les mains de cette sélection portugaise entre les mains de Pepe et Cristiano Ronaldo. Et c'est pas normal qu'on le fasse quand il y a des Bruno Fernandes, des Bernardo Silva. La compétition de Bruno Fernandes, on en parle. On en parle. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est juste pas bon. Pourtant, quand on dit sur la Coupe du Monde de Véno, on pourrait dire que c'était l'un des meilleurs joueurs, ceux qui se donnaient le plus. Mais voilà, tous ces joueurs qu'on élève beaucoup, qu'on dit que voilà, c'est le top mondial, etc. Allez, mettez un peu plus le Portugal sur votre dos. Parce que, comme j'ai dit, je comprends pas qu'on compte encore sur Cristiano Ronaldo et Pepe pour porter le Portugal. Et c'est l'impression que j'ai, surtout, même en voyant ce match contre la Slovénie, ils ont failli y passer. Et Dieu merci pour le Portugal, Diogo Costa les a tout simplement sauvés au penalty. Donc non, moi, cette équipe du Portugal m'a absolument pas convaincu sur toute leur performance, même contre la Turquie. Mais on verra ce qui va se faire sur ce cas. Mais moi, je vois la France gagner clairement un 2-0 sobre. Parce que la France, c'est pas du tout clinique sur cet Euro. Ils n'arrivent pas à concrétiser leurs occasions. Mais je pense que la France va quand même l'emporter. Ok, tu sais, Malik, moi je vais te dire un truc. C'est très intéressant ce que tu me dis.
parce que moi, je rétro-bédale par rapport à un truc. On avait fait une vidéo, on mettra en description, là, est-ce que la Coupe du Monde est surcotée? Moi, j'étais un grand critique de la Coupe du Monde et des compétitions internationales, parce que je trouvais, et je le pense toujours, qu'au niveau technique, c'est inférieur au niveau, au niveau du football de club. Mais maintenant, en regardant pas mal d'interviews de joueurs, je pense que le football international est plus dur sur d'autres aspects qui sont peut-être des fois beaucoup plus compliqués à gérer que simplement le niveau technique d'un match de foot. C'est la pression mentale, c'est la charge de porter son pays, c'est la charge émotionnelle qui n'est pas la même. Et c'est clairement dans le football international que tu vois qui a une âme de leader et qui a une âme de grand joueur. Parce que c'est pas beaucoup qui peuvent le faire. Même si la Ligue des Champions, je pense que c'est plus dur, etc. Ok, d'accord. Mais porter son pays sur les épaules, il y a 2 matchs, il y a un match, tu rates, c'est toi, on va te mettre, on va te guillotiner sur la place publique, devant tout le monde dans ton pays, tu vas faire la une des journaux jusqu'à la prochaine compétition, même si tu gagnes 3 Ligues des Champions, les gens se rappelleront de ton échec jusqu'à que tu fasses gagner au pays, surtout quand t'es un grand joueur et quand t'es dans une génération aussi pourvue de talent, comme celle du Portugal. Maintenant, moi, sur ce match, je suis très partagé quant à l'issue de la rencontre, mais je suis déjà très partagé sur quel type de rencontre on aura. Pour moi, ce sera soit une purge, mais une purge, type Belgique-France, soit on aura un match chez France-Argentine 2018. Et j'espère vraiment qu'on aura un France-Argentine. Parce que je pense qu'on a 2 équipes qui n'ont pas encore assez de certitude. La France a de plus en plus de certitude, mais elles sont uniquement défensives, puisque offensivement, t'es dans le flou total. Et sur le Portugal, tu te dis que ça passe toujours, qu'il y a toujours un truc, qu'au milieu de terrain, c'est pas mal, Palhinha, Vitinha, mais il y a un grand manque dans la créativité. T'as l'impression que c'est de la possession stérile ce qu'ils font, et que peux te prendre d'énormes transitions, et contre la France, tu vas pas pouvoir prendre autant de risques, puisque devant t'as un Mbappé, t'as un Barcola qui peut rentrer, tu peux avoir un Kolo Muani, un Marcus Thuram, un Ousmane Dembélé, et surtout un Théo Hernandez qui arrive de derrière. Maintenant, je suis très partagé, puisque j'ai l'impression que j'ai pas vraiment vu jouer les 2 équipes. Le Portugal, j'ai vu des trucs, oui, c'était classique du Portugal, non, parce que c'est pas le même Portugal qu'avant, mais c'est une équipe qui a le ballon, qui fait tourner, et qui arrive pas à conclure, qui arrive pas à faire mal. Il y a que sur le match de la Turquie qui m'ont vraiment choqué, qui m'ont fait apprécier leur football. Et donc, j'espère pour eux que le match sera de ce niveau-là. Donc, je suis vraiment très partagé sur l'issue de la rencontre. Mouille-toi, yo, mouille-toi. Ouais, je vais mouiller, tu me connais. Je suis Aquaman, moi, c'est pas comme toi. T'as même pas donné de score. Moi, Si, j'ai dit 2-0 pour la moi, France. ma raison va vers la France, mais mon cœur va vers le Portugal. Mais je pense que dans le football, il y a la réussite, où la France, on a eu pas mal sur les derniers moments. Et je pense que la France va manquer pas mal de réussite contre le Portugal, et que le Portugal réussira à avoir ce match sur des détails. Mais quand je dis ça va jouer sur des détails, c'est des détails qui seront à voir au microscope. Défensivement, ça va faire une erreur. Peut-être Upamecano, je vois pas un grand match d'Mbappé. Bon, maintenant que j'ai dit ça, il va mettre un triplé. Mais offensivement, t'as trop peu de certitude. Non, je veux parier sur le Portugal et me dire qu'ils arriveront à déverrouiller Oh. la serrure française. Et le problème de la France, c'est que souvent, tu peux avoir des phases de groupe difficiles. Ça fait un moment qu'on a l'habitude avec des gens, mais t'as toujours un déclic en 8e. Là, moi, le déclic, je l'ai pas vu. Le match contre la Belgique, c'est un match en quart ou en demi. Normalement, je parle du scénario du match. C'est le match chiant qui arrive en demi, où tu t'arrives vraiment pas, mais t'as vraiment envie d'aller en finale, mais pas en 8e. En 8e, je vois beaucoup plus de la France généralement. Je vois un Giroud qui est très bon, je vois un Mbappé harceleur. Donc pour moi, il n'y a toujours pas eu de déclic. Je préfère miser sur le Portugal, parce que je pense qu'il y a une vraie osmose dans ce groupe et qu'ils arriveront à le faire. Donc on n'est toujours pas d'accord. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Bon, on va passer au dernier match. Enfin, au 3e match, Angleterre-Suisse. Moi, je vais être beaucoup plus rapide. Angleterre-Suisse. Vous voulez vraiment que je vous donne... Non, je rigole, c'est un match super intéressant. Moi, oui. D'un côté, on a un Southgate qui est complètement à la ramasse dans son football, et il le payera face à la Suisse, puisque je vois la Suisse éliminer l'Angleterre, malgré que l'Angleterre, je sais que toi aussi tu vois ça, Malik, je te connais, malgré que l'Angleterre a gagné face à la Slovénie suite à un scénario Netflix avec Bellingham qui à la dernière seconde met une retournée. Faites-moi croire que c'est du football, c'était scripté. Non, je rigole. Non, mais
Mais voilà, mais sinon, en termes de production de foot, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ce ski. Non, mais vraiment, 8 ans pour ça. On parle de Tedesco. On a fait la vidéo ce matin, 1 an et demi pour... Ouais, mais toi, 8 ans pour ça. T'as Bellingham, Kane. Les mecs, ils sont hyper forts en club, hein. Saka, Foden, Cole Palmer, Declan Rice, Gallagher, Maino, Trent Alexander-Arnold. Et tu fais ça? Mais tu devrais être banni du monde du foot. Non, honnêtement, j'ai très peu confiance en cette équipe d'Angleterre. Pour moi, c'est même pas une surprise, puisque je parlais de certitude sur le match, sur les deux matchs qu'on vient d'analyser. Mais pour moi, la Suisse est l'équipe qui a le plus de certitude. Avec l'Espagne, dans cet euro, c'est l'équipe qui sait le plus jouer son football. Si on ajoute à ça la confiance que tu as pris suite à ton très bon match face à l'Allemagne, suite au fait que tu as éliminé l'Italie en jouant au football. Champion en titre, mine de rien, même s'ils n'étaient pas bons. En jouant au foot tranquillement, juste en jouant au foot, passe, tac, tes doublements, que tactiquement, c'est énorme, que techniquement, c'est énorme. Donc, honnêtement, la Suisse, franchement, c'est un de mes coups de cœur de cet euro. Je les vois gagner. T'es en pleine confiance. Et si demain tu perds face à l'Angleterre, on va dire quoi? Rien. Donc ils vont jouer de manière décomplexée. Ça va être incroyable. En plus, tu as la possibilité en demi-finale d'avoir soit les Pays-Bas, soit la Turquie. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais bon, la Suisse, ils ont le droit de faire ça. Nous, la Belgique, non. La génération dorée, c'est fini. Eux, ils ont juste Chaka, Fabien. Ils ont un bel effectif, hein. Mais nous, non. Nous, on n'a que des pitres. Bon. Moi, j'ai même pas envie juste attention, juste désolé, j'ai peur que la Suisse rate trop d'occasions et que ça sent le braquage. Ça j'ai peur. Non, moi, je suis d'accord avec Ayoub. Il a spoilé en voyant ma réaction. Mais moi, franchement, d'un côté, j'étais sûr qu'il allait dire l'Angleterre. Mais non, moi, je vois clairement la Suisse gagner. Comme tu l'as dit, la Suisse, depuis le début de l'Euro, savent ce qu'ils font, savent où ils vont et voient comment ils veulent jouer. Ils ont un Granit Xhaka qui est capitaine. Enfin, c'est pas la première fois qu'il est capitaine. Sur les autres compétitions, s'il a été capitaine, etc. Mais voilà, pas pour faire une répétition de ce que dit Ayoub, mais cette équipe de Suisse, on le voit depuis le début de cette compétition. Moi, j'ai été très, très impressionné de leur niveau, avant même leur match contre l'Italie, où, comme tu l'as dit, c'était une balade de santé. Maintenant, le fait que l'Italie était aussi déstructurée pendant cette rencontre, ça, c'était pas un choc, mais moi-même avant le match, je voyais la Suisse clairement gagner ce match. Et là encore, je pense que la Suisse est tout simplement la meilleure équipe. J'ai pas envie de revenir sur ce que tu as dit sur Southgate pour faire un bilan de l'Angleterre, mais ce qu'il fait depuis le début de cette compétition en termes de composition de départ, en termes d'idées de jeu, etc., tu as l'impression que cette équipe d'Angleterre, c'est juste de l'improvisation et on mise sur nos joueurs, sur les qualités de nos joueurs pour nous sauver. Parce que c'est ce qui est arrivé clairement contre la Slovénie. Je pense pas que contre la Suisse, ça va passer. Parce que comme tu l'as dit, au-delà du fait que la Suisse n'aura pas de pression, n'aura jamais de pression, surtout quand elle joue contre un gros, c'est que la Suisse, même historiquement dans les compétitions internationales, elle fait toujours des bons matchs contre les gros, qu'ils perdent, qu'ils soient éliminés ou qu'ils les gagnent, que ce soit contre l'Espagne, la France. J'ai plein d'images en tête. Le dernier Euro, ils avaient perdu au penalty contre l'Espagne. Donc non, la Suisse et la France, on n'en parle pas comment ils sont revenus en éliminant la France en étant menés 3. Donc non, la Suisse, c'est une équipe historiquement, même on peut revenir en 2010 quand ils avaient battu en poule l'Espagne. Donc non, la Suisse, c'est une équipe historiquement qui compte les gros, n'est pas complexée. Et t'as vraiment l'impression que cette Suisse, elle peut aller chercher une finale et ce serait historique pour la Suisse, quelque chose que la Belgique n'a pas réussi à faire. On est une des générations beaucoup plus exposées, beaucoup plus fortes que ce que la Suisse a actuellement. Et t'as un Granit Xhaka qui a l'aspect que voilà, cette saison, il a vécu une saison invaincue et je me dis et ça a l'air d'être un super leader. Chacun, même à Arsenal, on sait comment les fans sont énormément fans de lui, même s'il a, entre guillemets, pas gagné grand chose avec Arsenal à part, je pense, une FA Cup non, je ne pense pas qu'il a gagné Community Shield, mais chacun, on sait comment c'est un leader très respecté dans le monde du football, dans le football anglais de Première Ligue, etc. Donc il y a cet aspect qui joue contre les Anglais, qui joue contre l'un des joueurs qui l'a remplacé en vrai à Arsenal, qui vient d'une saison où il a été champion, donc il va inculquer cette âme de vainqueur, de leader, de peur de rien à ces joueurs qui eux-mêmes sont confiants sur cette compétition. Donc moi, comme tu le dis, je ne pense même pas que ce soit une surprise de voir la Suisse remporter ce match et aller chercher cette...
Pour moi, c'est la logique. Si Dans la on fait- surprise, c'est l'Angleterre. si on fait, mais À part ils sortent le meilleur match de bon, l'Euro. après, ils ont Kane, qui est un C'est ça. des meilleurs neufs au monde, ils ont Bellingham, ils ont des joueurs qui peuvent faire des différences à eux tout seuls. Même dans les individualités. Puisque c'est Southgate, le metteur en scène, et il les met retourner, les habits éclatés, il fait un travail immonde. Mais même dans les individualités, Kane, il était invisible sur le match. Bellingham, j'ai l'impression qu'il se cachait. Moi, j'ai appris que c'était les consignes de Southgate. Jude, l'écoute pas, fais ce que t'as à faire, parce que toi, t'es pas quelqu'un qui te cache. Declan Rice, on n'est pas d'accord là-dessus, mais si tu me dis que c'est ce niveau-là qu'il avait à Arsenal, c'est que je regardais pas les matchs. Maino, c'est le seul qui se projetait un peu. Saka, mais Saka, c'est le mec le plus gentil du monde. Il avance, il fait une passe, et il risque rien. Rien. Foden, waouh, qu'est-ce qu'il est ennuyant, j'ai jamais vu aussi. Le meilleur joueur de Foden, Première Ligue. aussi ennuyant de ma vie. Alors que cette saison en PL, il fait une saison de malade mental. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Parce que comme tu le dis, bien Même, sûr, on va même nous des parler Stones, du contexte, par exemple, etc. désolé, hein, je t'interromps. T'inquiète. Je voyais un Stones, c'est un Walker. Et je regardais le match avec mon cousin, on parlait. Je fais un Stones Walker. Les mecs, tu peux leur mettre le pressing que tu veux, le pressing de Benzema, le pressing du Real. Les mecs, ils sont confiants, ils jouent à City. Tu vois que même là, ils étaient en mode, tu sais qu'il y a un manque de sérénité qui pue. Mais tu sais que ça rejoint ce que tu as dit, Ayoub. C'est là où jouer internationalement, même si ça paraît pas le plus haut niveau qu'on peut penser voir, le football de club, c'est mieux, etc. Mais le poids, cette sélection a pu gagner depuis 1966. Les anciens joueurs qui critiquent ces mêmes joueurs eux-mêmes ont floppé et ils avaient des générations incroyables. Que ce soit les Beckham, que ce soit les Gary Lineker avant, que ce soit les Ian Wright, que ce soit les Frank Lampard, nous, tous qu'on a vu, Paul Scholes, ils ont tous floppé. Pourtant, ils les critiquent comme des fous aussi. Mais le poids du maillot, c'est ça qui fait que, comme tu dis, des John Stones et des Walker qui normalement sont des joueurs hyper sereins, calmes par rapport à leur relance, tout ce que tu veux. T'as l'impression qu'ils sont perdus. Quand, en plus, t'as un coach qui fait des choses que personne comprend. Même les joueurs, je pense, des fois, ils doivent se dire, mais comment on joue notre premier match? Non, je crois que c'était leur deuxième match contre le Danemark. C'est 1-1. On n'est pas du tout assuré d'être qualifié ou quoi que ce soit. Bien sûr, on n'est pas dans le risque d'être éliminé. Comme rentrée, tu mets Oli Watkins, Eze et Bowen. Avant Kobe Mainoo et Cole Palmer, qui clairement étaient les meilleurs joueurs que sur cette saison, même si on respecte la saison de ces trois joueurs, c'est qu'il y a un problème, clairement, au terme de coaching, de management. Et les joueurs, comme tu le dis, il y a un manque de sérénité, il y a cette tête peur du maillot, il y a quelque chose, en fait, avec ce maillot de l'Angleterre qui fait que certains joueurs n'arrivent pas à performer à leur meilleur niveau. Alléger cette souffrance, alléger cette lourde tâche, les mettre en confiance. T'as les meilleurs joueurs du monde. Offensivement, la saison de Bellingham. Kane, il a fait une saison blanche, mais individuellement, il était excellent. Foden, Palmer, Saka, Maino, Rice. Ils ont tous fait une saison incroyable. Tous. Et t'es pas capable de mettre ça en œuvre pour qu'au moins... Parce qu'encore, si tu me dis, niveau football, ils sont incroyables, comme City, comme qui tu veux, mais les mecs, ils se chient dessus. Là, on va parler de facteur mental. Mais là, les mecs, ils sont juste pas bons. C'est pas que le facteur mental. Donc voilà, je sais pas si t'as des choses à rajouter ou si on passe au dernier match. Ah, moi, j'ai juste rajouté que si l'Angleterre perd, Southgate va nous dire c'est parce que Calvin Phillips n'est pas là, comme il nous l'a déjà dit. Je sais pas si t'as vu cette déclaration, Ayoub. Tu rigoles ou? Hâte de voir ça. Je rigole pas, gros. Après le premier ou deuxième match, il a dit ouais, on n'a pas réussi à remplacer un Calvin Phillips. On n'a pas de Calvin Phillips dans notre équipe, quoi. C'est ça qui fait que tu vois la complémentarité avec Rice qui avait à l'Euro. Il a dit ça. Après avoir fait un match nul contre le Danemark, j'ai dit ouais. Lui, c'est un assassin. Non, mais qui vienne me le dire à moi. Non, mais je vais mettre une tarte. Non, mais sérieusement. Non, mais là c'est Southgate. Là, je lui mets une tarte. On fait un 1, il nous parle de Calvin Phillips, gros. T'as les meilleurs joueurs du monde. Mais là, je vais être vulgaire. On va passer à Turquie, Pays-Bas. Non, on parlera de Southgate une prochaine fois. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Parce que sinon, je vais vraiment être vulgaire. Bon, je vais parler de Pays-Bas, Turquie très rapidement. Mais Kardesh.
Moi, je suis avec vous. J'aime beaucoup les Pays-Bas. Mon père est un grand fan des Pays-Bas. Gulli, tout ça, on kiffe. Mais là, on est avec vous. Il y a une atmosphère incroyable. Malika parlait de Scarbeck. C'est comme ça qu'il vous identifie. Hein. Parlez avec lui, pas avec moi. Moi, j'ai déjà été en Turquie. J'aime ce pays. J'aime l'Empire ottoman. Tout. Non, mais plus sérieusement, on va parler de football. Les mecs, vous me faites rêver. Arda Güler. Je vais acheter un maillot. Non, je suis très sérieux. Vous passez en demi-finale, j'achète un maillot. Moi, je suis conquis. Je suis conquis par votre football. Je suis conquis par l'ambiance que vous mettez en Allemagne. Vous mettez plus d'ambiance que les supporters allemands eux-mêmes. Non, vraiment, vous me faites rêver. Un football chatoyant. Même quand ça souffre défensivement, ça souffre ensemble. Ça veut créer quelque chose. Sur le match contre l'Autriche, défensivement, qu'il faut souffrir. Et ils sont là. Quand il faut être dans les transitions, ils sont là. Quand au milieu de terrain, faut mettre de l'impact. Ils sont là. Honnêtement, je pense pas que vous avez une meilleure sélection que la Belgique sur le papier. Et pourtant, vous faites bien mieux que nous. Donc, félicitations à la Turquie. Là, je pense que c'est un très très bon match-up pour la Turquie et les Pays-Bas, parce que tu as une équipe qui va énormément donner offensivement et qui rate beaucoup et qui est plein d'incertitudes dans ses choix au milieu de terrain, même si j'ai beaucoup aimé le match de Reinders face à la Roumanie, mais vous êtes meilleur que la Roumanie en transition. Et quand j'ai vu que la Roumanie, avec 2-3 principes de jeu, arrivait à faire vaciller une défense des Pays-Bas, où pourtant tu as un Van Dijk, un Ake et un Matches. C'était pas De Ligt qui était titulaire, c'était De Vrij, voilà. Je pense que vous pouvez leur faire très mal. Je pense qu'il y a cette magie où vous, même si le parcours s'arrête là, c'est déjà énorme. Donc honnêtement, on est derrière vous. On vous souhaite le meilleur. Bon, désolé hein, s'il y a des Hollandais qui vont me crier dessus. Ouais, pourquoi t'es pour la Turquie? Ouais, je fais ce que je veux. Mais je pense honnêtement qu'ils vont gagner ce match. En tout cas, une chose que je suis sûr, ce sera un match de fou. Je suis sûr que ce sera un match incroyable. Je suis sûr que moi, en tant que fan de foot, je vais kiffer mon match. Même si c'est non, mais la Turquie nous a offert du spectacle tous 7 euros, Ayoub. Oui, tous 7 euros. Même contre la Géorgie. Oui, mais tous 7 euros. Mais le match contre la Géorgie, déjà, c'est l'un des meilleurs matchs de l'Euro. Clairement. Ok. Il y avait tout, il y avait de tout. La Turquie, vous avez gagné nos cœurs. Vous avez gagné nos cœurs, c'est bon, c'est à vie. À vie, Turquie 2024, c'est là-dedans. À vie. Mais en plus, vous avez joué contre une équipe des Pays-Bas qui joue aussi au football. Donc c'est le match parfait pour créer des étincelles. Et nous, on sera fiers de vous, peu importe le résultat. Et on vous souhaite la victoire. Non, clairement, pour ceux qui ont suivi la preview de l'Euro, Ayoub ne veut pas le dire, il a préféré que de parler de la partie de Scarbeck. Non, mais moi, j'avais clairement dit que... mais... Vraiment une merde. Mais moi, j'avais dit clairement avant le début de cette compétition que je voyais la Turquie être la surprise de cette compétition, et je suis tout simplement fier de voir ce que cette équipe fait. Et comme tu le dis, un Arda Güler, voilà, tout le monde connaît Arda Güler du Real Madrid, qui a marqué sur tous les matchs qu'il est rentré, etc., qui vient de Fenerbahçe, blablabla. Mais même réellement dans son niveau de jeu, moi, c'est le match contre le Portugal. Parce que le coach ne l'avait pas mis dans le 11, j'avais trouvé que c'était une honte. Parce que oui, c'est cette compétition, je suis turc, hein, les gars. Je suis turc. J'ai dit, c'est une surprise. J'ai mis le cœur dedans. J'étais derrière la Turquie, même contre le Portugal, tout ça. Dites 2 mots en turc. 2 mots en turc. AB et purée, j'ai oublié l'autre. Excusez-moi, mes frères et sœurs turcs. Excusez-moi. Comment? Ah non, c'est rien, continue. Bon, vous traduisez en commentaire s'il y a des Turcs qui regardent la vidéo. Donc non, moi déjà les voir en quart, je pense que pas énormément les voyaient là, même si c'était une équipe qui avait des beaux noms, beaux jeunes noms comme Arda Güler, ils disent un Çalhanoğlu, etc. Zili qui a joué à Lille pour ceux qui regardent le championnat français. Et voilà, cette équipe de Turquie, elle est joueuse. Elle est joueuse, que ce soit quand elle joue contre des équipes qui sont moins fortes qu'elle en termes de niveau, comme par exemple la Géorgie, elles vont essayer, elles vont avoir la possession, mais bon, elles vont pouvoir se faire surprendre. C'est une équipe de Turquie qui peut encaisser, comme contre la République tchèque, alors qu'ils étaient à un joueur en plus, vu qu'ils étaient à 11 et la Tchéquie avait pris un 10, ils avaient réussi quand même à encaisser un but. Mais voilà, au-delà que c'est une équipe joueuse, une équipe qui va vers l'avant, une équipe qui sait souffrir comme elle a fait dans ce match face à l'Autriche. Moi, j'avais vu un 2-2 et je voyais la Turquie gagner en prolongation, au penalty, avec les supporters qui crient, parce que comme tu dis, l'ambiance que met ses supporters, c'est incroyable. Mais malheureusement, Ayoub, je crois que le parcours s'arrête.
Je crois que le parcours s'arrête en quart de finale pour la Turquie. Ça me fait mal de le dire et j'espère vraiment me tromper, Merel. Moi, j'espère vraiment me tromper. Mais j'ai l'impression que justement, le déclic que tu parlais en huitième pour l'équipe de France, j'ai l'impression que les Pays-Bas ont fait ça. Parce que les Pays-Bas ont commencé leur compétition face à une équipe de Pologne très faible cette saison. Excusez-moi, mes frères et sœurs polonais. Sur cet euro, en les battant, voilà, un 2-1, c'était pas le match le plus convaincant, mais ils avaient réussi à prendre la victoire contre la France. Ça avait été très, très difficile. C'était limite la France sur la première mi-temps, pour moi, qui avait été meilleure, et la deuxième mi-temps, ça avait été limite une purge, comme tu le dis. Et le troisième match contre l'Autriche, je pense qu'ils se sont fait un peu surprendre. Je pense qu'ils se sont peut-être vus un peu trop beaux, qu'ils ont pris un peu trop de haut cette équipe d'Autriche, qui était une très belle équipe à avoir joué. On l'a bien vu dans le match face à la Turquie. Ils sont pas passés. C'est loin d'égaliser, à amener ce match aux prolongations, etc. Mais je pense que voilà, l'euro des Pays-Bas est lancé avec cette victoire face à la Roumanie, qui vont prendre très au sérieux ce match, et que malheureusement, je pense que la Turquie peut livrer une performance comme ils l'ont fait contre le Portugal, en étant quand même un minimum meilleur grâce à l'appui incroyable du public. Mais je suis d'accord avec toi qu'on peut vivre un véritable festival, car c'est ce que les deux équipes montrent qui peut arriver. Mais je pense que malgré tout, les Pays-Bas passeront en demi-finale, malheureusement. Enfin, malheureusement pour la Turquie. Malheureusement pour la Turquie, mais ouais, comme tu as dit, même si ça arrive, on sera quand même fiers de la Turquie, et même les Pays-Bas. Moi, c'est une équipe qui me plaît, je serais pas contre qu'elle passe, elle produit un beau football, elle a des très beaux joueurs, même si je veux plus parler de Xavi Simons. Mais bon, bref. En tout cas, on n'est pas d'accord sur tous les matchs, sauf sur Angleterre-Suisse. Sur l'Angleterre-Suisse. C'est assez drôle, on verra en tout cas. Si vous voulez avoir des débriefs de tous ces matchs-là, il n'y a pas de secret. Il faut s'abonner, activer la cloche et liker. On fera des débriefs de tous ces matchs. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos pronos. Vous pouvez faire match par match, avec qui vous êtes d'accord, avec qui vous êtes pas d'accord. Allez dans le détail et tout. Allez dans le détail, on répond à tout. Mais on est au chômage. Non, je rigole. Allez, salut. Pas ça non plus. Non, on n'est pas au chômage, je rigole, mais c'est notre travail quand même. C'est notre travail. Oh. Je suis mort, pourquoi elle soit de vous. Allez, salut.